Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Profcast, le podcast qui accompagne les professeurs de langue en ligne à développer et perfectionner leur offre. Aujourd'hui, je reçois David, créateur du site parlonscoréen.fr. Bonjour David, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va David? Ça va bien, on est chaud. Super, super. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a poussé à créer parlonscoréen.fr? Oui, alors donc parlonscoréen.fr, c'est un projet qu'on a fait avec ma femme qui est donc d'origine coréenne. On s'est rencontrés il y a 12 ans à San Francisco. Et initialement, moi, j'étais développeur de site internet et ma femme, avant d'arriver en France, était professeure d'anglais. Quand elle est arrivée en France, on a décidé elle surtout, elle a décidé que ça pourrait être intéressant qu'elle passe en professeur de coréen comme première activité. Qu'en fait, au début, elle enseignait le coréen à des Français. On avait fait juste un petit site internet sur Caen. On est en Normandie, à Caen. Et elle a donc fait juste un petit site pour commencer à accueillir des gens en présentiel directement dans une petite pièce de notre appartement. Et puis, petit à petit, ça s'est vite rempli et on s'est dit, bah, pourquoi pas mélanger nos compétences et pourquoi pas essayer de proposer un site qui permettrait d'apprendre la langue en autonomie, directement accessible par Internet. Et c'est comme ça qu'est né Parlons Coréen en 2019 à peu près. On avait fait un voyage en Asie et pendant ce voyage-là, on en a profité pour bien travailler et on a créé donc le début de Parlons Coréen qui, en fait, initialement, on avait créé, je sais plus, à peu près, il y avait 12 unités et le début de Parlons Coréen, c'était un site un petit peu freemium. C'est Est-ce que tu resté peux comme ça qualifier pendant. freemium pour les auditeurs, s'il te plaît? Oui, je peux le faire pour les auditeurs. Donc en fait, c'est-à-dire que par exemple, on avait 12 unités, je crois à peu près. Au total, ça représentait, on va dire, 130 cours. Et les 2 premières unités étaient gratuites. C'est-à-dire que les gens pouvaient s'inscrire et ensuite découvrir le programme. Et pour débloquer les autres unités, ils doivent payer pour accéder au reste du contenu, quoi. C'est un modèle qu'on trouve pas mal, je pense, dans les petits jeux sur smartphone ou des choses comme ça. Enfin voilà, le concept, c'est un petit peu de gratuit et puis il faut payer pour débloquer plus. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné. Donc voilà, et création en 2019. Je ne sais pas si je dois aller plus loin ou si je te laisse me poser d'autres questions. Si j'en ai une justement dans ma liste, je me faisais la réflexion justement en écrivant les questions. Tu te souviens, c'est une petite question de l'ordre de l'émotionnel. Tu te souviens de la première vente que tu as fait sur le site Parlons Coréen et quel effet ça t'a fait si tu t'en souviens, en l'occurrence? Oui, mais en plus, c'est marrant parce que je crois que c'est arrivé relativement vite, la toute première vente. La personne est restée abonnée un petit moment. En fait, on avait 3 forfaits au début. On avait forfait par semaine à 3,90 € par semaine, un forfait par mois à 11,90 €, je crois, et puis un forfait au semestre. En fait, on avait peur de faire des choses trop chères au début. Et on a rapidement eu quelqu'un qui s'est inscrit. Je crois que c'était une Lucie d'ailleurs, mais il me semble que c'était ça. Oui, donc ça t'a marqué un petit peu quand même. Ouais, 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 complètement. Ouais. Et ouais, on était content. Ça voulait dire que ça peut marcher déjà. Et bon, par chance, c'était assez rapide. Après, les deuxième, troisième, quatrième ventes ont mis plus de temps proportionnellement. Mais on a eu la chance d'avoir cette personne qui très vite s'est inscrite. On s'est dit, ah bah, ok, ça peut marcher. S'il y a une personne, c'est qu'il peut y en avoir plus. Donc voilà, je ne sais plus si on avait fait, comme on avait promu un petit peu le site au début, je ne sais plus si on avait fait directement du Google Ads ou pas, ou enfin des choses comme ça. Mais voilà, mais oui, je m'en souviens. Oui, c'est ce que j'allais te demander finalement. Elle venait d'où cette Lucie? Bah, on ne sait plus. Je ne sais plus. Peut-être qu'on avait fait du Facebook Ads ou du Google Ads, c'est possible. Là, ma mémoire est pas assez suffisante pour se souvenir exactement. Ok, ça marche. Et du coup, bah, tu nous as parlé un peu de ton modèle qui est freemium. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément ce que tu fais en fait sur Parlons Coréen, d'un point de vue gratuit, ce que tu proposes à tes visiteurs et d'un point de vue payant, ce que tu proposes à tes clients? Ouais. Alors en fait, donc parlons coréen. Donc le concept, comme j'ai dit, on a 12 unités. Et dans chaque unité, il y a à peu près une dizaine de cours. On va dire. C'est comme des saisons d'une série sur Netflix, quoi.
Et donc, première unité, on va apprendre l'alphabet coréen. Et la deuxième unité, on va apprendre à se présenter un petit peu simplement, les formules de politesse de base, dire merci, bonjour, au revoir, je m'appelle David, etc. Et puis alors à l'époque, quand on avait sorti ce freemium, il y avait une troisième unité d'ailleurs qui était gratuite. Je dis un ou deux parce qu'à un moment, on avait unité 0, 1, 2, et puis finalement, on va passer en unité 1, 2, 3. Enfin bref, on avait du coup une troisième unité gratuite où là, on allait un petit peu plus loin pour savoir se présenter avec un peu plus de détails, savoir que cette personne-là, c'est mon ami, présenter d'autres personnes, cette personne-là vient de tel pays, etc. Donc vraiment enfin, on a toujours essayé de faire quelque chose de très conversationnel, pas bêtement apprendre de la grammaire. Et donc, en fait, chaque cours, en fait, pour faire un résumé de comment est construit Parlons coréen, c'est que sur les cours, on a un petit peu le schéma comme dans les livres classiques, mais en rajoutant une couche d'interactif, d'outils interactifs. C'est-à-dire que c'est pas 100% vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de formations maintenant où c'est vraiment 100% vidéo. Nous, on considère que on travaille plus efficacement quand on n'est pas juste à regarder passivement des vidéos. Donc là, ça oblige un petit peu les personnes à être actives. Donc on a de la grammaire classiquement comme dans les livres. On a du vocabulaire, mais avec des outils un peu style Duolingo pour aider à mémoriser ce vocabulaire. On a des petits bouts de conversation, un petit peu comme dans les livres aussi. Mais là, avec en plus la possibilité d'écouter tout ce qui est écrit en coréen, en fait, on peut cliquer dessus pour pouvoir écouter le son. Il y a aussi des petits sons qui sont directement enregistrés par Winnie, qui est donc ma femme, c'est vrai que j'ai pas encore présenté Winnie d'ailleurs dans l'histoire, qui est donc ma femme. Si tu en as parlé, je te Oui, au rassure, tu tout en as parlé début, tout oui, au oui, début. oui, oui, tout à fait. Et donc, c'est elle qui a fait des enregistrements. On a aussi des conversations un peu plus longues où là, Oni a enregistré ça avec des amis coréens et coréennes directement en Corée, parce qu'en fait, il y a des conversations où il y a plusieurs personnes qui interviennent. Donc là, on a des enregistrements un peu plus complets. Et puis plus récemment, on a maintenant aussi la possibilité de tester la prononciation. Euh, donc là, en fait, techniquement, je vais passer très vite sur le technique, parce que moi, je suis un peu technicien, mais je vais essayer de ne pas saouler les gens avec ça. On utilise ce qu'on appelle une API, donc c'est-à-dire un service externe. Là, on utilise un service externe qui nous permet en fait on envoie le petit audio à ce service. Et puis, comme ça, on sait si la prononciation est correcte ou pas et on renvoie ça à l'utilisateur. Donc, c'est très simple. Concrètement, c'est voilà, comme pour le coup, alors je vais parler de entre guillemets concurrents, comme c'est Rosetta Stone qui fait ça beaucoup. Sauf que Rosetta Stone, ils font que ça. C'est pour ça que parler en coréen, c'est mieux. Oui, en plus, je pense que ça a une grosse valeur ajoutée pour les élèves de pouvoir pratiquer leur prononciation comme ça. Bah, je le sais, puisque bah, évidemment, on en a déjà parlé ensemble, mais effectivement, l'outil de prononciation, je pense que ça a une grosse valeur ajoutée auprès des élèves et c'est en tout cas quelque chose qui revient souvent, le fait bah, effectivement de pratiquer le coréen pour parler du coréen, mais sans pouvoir pratiquer la prononciation. Et c'est l'une des forces aussi de votre duo avec Euni, je pense, c'est que bah, toi, tu représentes un petit peu la partie technique et Euni la partie linguistique, si je peux dire. Et Mm. effectivement, bah, ça donne Parlons coréen, qui est quand même un outil que peu de personnes peuvent se targuer d'avoir sorti quand même. C'est vrai, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est un truc dont on est fier, c'est que et en même temps on a cette chance, c'est que bah, parmi la concurrence, on est quand même très différencié de par ces spécificités d'avoir quelque chose d'à la fois, on va dire techniquement, je vais me jeter des fleurs, mais techniquement sympa à utiliser et qui peut aider à apprendre. Et en même temps, on a le côté où la pédagogie est bien faite parce que bah, Ouni, de formation, elle était professeure déjà, alors d'anglais pour les Coréens, mais elle a aussi un certificat d'aptitude à l'enseignement du coréen pour les étrangers. Euh, donc, sachant qu'elle a appris le français assez tard, hein, mais le certificat d'aptitude pour les étrangers, quand on sait enseigner le coréen à des anglophones, on sait enseigner le coréen à des francophones, c'est un petit peu les mêmes mécaniques. Donc enfin, voilà, elle a cette capacité à savoir construire du contenu efficace, quoi. Ouais. Donc, ça nous amène à ce résultat dont on est content.
Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup déjà pour ce partage. Et je me demandais, du coup, tu faisais référence à ton contenu gratuit juste avant. Est-ce que tu pourrais nous dire précisément pourquoi, du coup, tu penses que c'est utile à Parlons Coréen et qu'est-ce que tu gagnes à mettre autant de valeur à disposition gratuitement? Alors, nous, dans notre cas spécifique, au début, c'était un peu une obligation parce que euh, on n'avait pas d'autre moyen de donner envie aux gens, comment dire, de passer à la formule payante. C'est-à-dire que initialement, nous, on essayait de faire un peu de communication Facebook, on essayait de faire un petit peu de communication Instagram, un petit peu de communication par email, mais on utilisait relativement peu ces différents médias, tout simplement parce que euh, moi déjà je suis très mauvais pour écrire. Et puis bah ma femme, même si elle est beaucoup plus douée que moi pour écrire, ça n'empêche qu'elle n'est pas francophone de base et que comme elle a appris le français assez tard, ça serait vraiment très très forte de réussir à faire des contenus marketing pertinent, on va dire. Et donc, le freemium, ça nous a permis ça, en fait. Ça nous a permis de dire, OK, on a juste un produit, nous, on fait confiance au produit. Les gens peuvent nous trouver sur Google, soit naturellement, soit parce qu'on a fait des publicités. Ils vont sur le site, ils testent le produit. Et en fait, c'est le produit qui s'auto-vend lui-même, quoi. Voilà, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais ce qui a aussi ses limites. Ça nous a permis de faire une petite croissance tranquille pendant 2-3 ans, ce format-là, quoi. Donc ça que servait le freemium. Ok, super. Oui, en fait, tu as tellement confiance en ton produit que tu ouvres un petit peu les portes, t'entrouvres les portes et effectivement, derrière, les gens sont plus susceptibles de te faire confiance et de convertir. C'était ça l'idée, c'est ça? Exactement. Ok, ça marche. Et du coup, en ce qui concerne la partie payante, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? Est-ce que tu as plusieurs offres et ou plusieurs formules? Même si je connais un petit peu la réponse et d'où ma question un peu orientée, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors nous, on a un seul produit. On a un seul produit avec différentes formules d'adhésion. On a toujours fait ça pour l'instant. Ouais, on a toujours fait ça. C'est-à-dire que, comme je disais au tout début, on avait semaine, mois, puis semestre. Maintenant, on a mois, année et avis. Mais c'est toujours le même concept. Là, ça a évolué parce que voilà, c'est des choix stratégiques qu'on a fait sur comment on propose le produit. C'est le plus pertinent là pour nous, on pense, de faire mois, année et avis. Euh, et donc, on n'a qu'un seul produit, voilà. On n'a qu'un seul produit, donc peu importe ce que la personne va prendre comme abonnement, comme adhésion, ou même avis, elle aura accès au même contenu. C'est-à-dire, comme je dis tout à l'heure, avant on avait donc 2 unités, enfin 3 unités gratuites, on va dire, et il y en avait euh, 11, 12 ou 13 autres qui sont payantes. Et donc en fait, ça leur donne accès simplement, le contenu payant leur permet d'accéder à l'ensemble du produit. Avec des toutes petites subtilités aussi, par exemple, le test de prononciation n'est pas disponible en version gratuite aussi. Enfin, n'a jamais été disponible en version gratuite, tout simplement parce que ça nous coûte de l'argent de faire fonctionner ça. Oui, la Euh, fameuse et- API, c'est ça? exactement, ouais, ouais. Et puis voilà. Et puis aussi, bien sûr, dans les choses qu'on fait pas en gratuit, c'est que pour les adhérents payants, Ouni répond à toutes les questions que les gens posent dans un espace commentaire qui n'est pas accessible en version gratuite. Et aussi, pareil, par email. Voilà, on a aussi un service qui permet aux gens de pouvoir poser des questions quand ils en ont et on y répond. Euh, on est gentil, on répond parfois aux gens qui sont en service gratuit, mais bon, s'il y a un peu trop d'abus, on dira gentiment qu'on ne peut pas se permettre malheureusement de soutenir un étudiant qui n'a pas, pas pris une adhésion forcément, quoi. Oui, toute proportion gardée. Et oui, en fait, ton service aujourd'hui il me fait penser un petit peu sur d'autres SaaS, d'autres logiciels en ligne comme ça, comme par exemple Canva, où en fait on va avoir la possibilité effectivement d'utiliser l'outil, mais dans certaines proportions. Et certaines features un peu premium, effectivement, elles vont pas forcément être accessibles. Je parle de Canva parce que je pense que c'est un truc qui parle bien à un prof en ligne aujourd'hui qui est un prof indépendant. Mhm. Ok, ça marche, super. Et du coup, alors toi, en plus, je sais que ton modèle économique, il est un peu particulier, parce que donc entre tes trois formules, pour résumer, la nuance, en fait, on a accès, donc que ce soit la mensuelle, la annuelle et la à vie, on a accès exactement aux mêmes choses, c'est ça?
Mais Exactement. du coup, c'est juste effectivement le temps de disponibilité qui va Ouais, différer, qui va ouais. être différent, pardon. Et du coup, alors je précise que ton modèle est économique pour la simple et bonne raison, pour contextualiser un peu ma question suivante. Du coup, depuis 2019, est-ce que tu peux nous parler, donc la création du site Parlons Coréen, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de ton chiffre d'affaires? Alors, j'ai pas en tête parce que, mais je vais dire des approximations. En fait, ce que je peux dire, c'est que, on a toujours été sur, alors on est moi et alors ma femme un peu moins, mais moi je suis assez, comment on dit, heu, phobique administratif. Donc moi, par exemple, dans mon cas, j'ai toujours été en micro-entreprise, pour mon activité de freelance, de création de site internet. Et donc pour parler en coréen, on a commencé, enfin pour l'instant on est encore d'ailleurs, mais on va devoir changer, en micro-entreprise. Donc ce qui est sûr, c'est que, pour parler du chiffre d'affaires, jusqu'à, fin donc de 2019 jusqu'à 2023, jusqu'à octobre 2023, on va dire, on a monté tranquillement, jusqu'à atteindre la limite, possible de la micro-entreprise sans TVA. C'est-à-dire c'est, 34 000 €, quelque chose comme ça, quoi. Donc en fait, on est parti c'était assez linéaire, hein, la montée. On a vraiment une croissance, continue, voilà, de décembre, enfin, on va dire de janvier 2020, ouais, parce qu'en vrai, ça a commencé en décembre 2023, donc on va dire de janvier, 2020 jusqu'à, avec un pic, on a eu un pic pendant le Covid aussi forcément, où il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire voilà, apprendre des choses en ligne. Et en plus, le Covid a fait que beaucoup de gens se sont mis à regarder Netflix, et sur Netflix, il y a beaucoup de séries coréennes. Donc, beaucoup de gens se sont intéressés pendant ce temps-là. On a eu quand même un petit pic, j'avoue, qui a coupé un peu la linéarité de la progression pendant le Covid. Et donc, voilà, on est arrivé à peu près à, on va dire, 34 000 € par an, enfin, dans l'année 2020, jusqu'à octobre 2023 à peu près. Et voilà, tout simplement. Et après, Ok, je ne sais pas si je continue l'évolution. pardon? Est-ce que je continue après? Parce qu'en vrai, il s'est passé quelque chose en octobre 2023 qui a un peu fait changer aussi l'évolution. Est-ce que tu veux que je continue à parler de après octobre 2023? Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Jusqu'à aujourd'hui, l'évolution, surtout si c'est intéressant, surtout si ça peut être intéressant. Et effectivement, après, tu sais, c'est vrai que dans ma question, c'était pas forcément peut-être très bien exprimé. Mais après, tu nous le donnes comme tu le sens. Tu sais, ça peut être même en taux, tout simplement. Mais oui, oui, avec plaisir. Dis-nous tout. Eh bien, vers octobre 2023, je crois que c'est là où on s'est rencontrés, enfin, où en tout cas on a commencé à travailler ensemble. Donc, où j'ai découvert la magie du copywriting, qui était quelque chose que je connaissais très peu, ou en tout cas dont je n'anticipais pas la puissance, plutôt, on va dire. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à travailler ensemble, euh, et donc on a fait un x2 à peu près. Alors, quand je dis un x2, je parle parce qu'on a des statistiques genre tous les mois. Donc, par exemple, quand je dis qu'on était à 34 000 €, ça fait par mois, je fais pas les calculs de tête, on était à 2800, donc après impôt, à peu près 2000 et quelques euros. Et en fait, quand on a commencé à faire du copywriting, on a très rapidement fait x2. Donc en février 2024, là, par mois, on était plutôt à une moyenne de 5000. Euh, et on a continué à travailler avec du copywriting, et puis on est arrivé à une moyenne, là aujourd'hui, on a une moyenne de 7000 à peu près, 7000 € par mois. Donc on a eu un gros pool de croissance, sachant qu'on avait en plus on avait une très grosse base email, et donc on exploitait très peu cette base de données email. C'est-à-dire qu'avant, on envoyait à peu près, allez, à tout casser, on envoyait 5 emails dans l'année. Et on avait une base de 20 000 contacts.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le fait de travailler avec un copywriter, ça nous a permis d'exploiter un petit peu cette base de contact pour mieux proposer notre produit et puis faire en sorte que plus de gens convertissent, passent à l'action et prennent un abonnement. En plus, c'est très bien parce que ça nous a pas mal débloqué de choses dans la tête parce qu'avant, on était assez confiant sur notre produit, mais parfois, on n'est pas toujours très confiant de se dire, bon, bah, allez, on peut être un peu plus poussif, etc. On a toujours peur qu'il y ait des gens qui soient déçus. Et puis au final, ce qui s'est passé, c'est qu'en travaillant avec toi, Romain, du coup, on s'est aussi rendu compte qu'il ne fallait pas qu'on ait peur parce qu'on a aussi fait par exemple des campagnes qui permettent aux gens de nous donner des avis sur Trustpilot et on a des très très bons avis. Donc en plus d'augmenter le chiffre d'affaires, ça permet aussi d'augmenter notre confiance en nous vis-à-vis de notre produit. Donc voilà, ça fait pas mal de petits déblocages mentaux. Voilà. J'étais un peu flou là dans ma réponse sur l'évolution du chiffre d'affaires. C'est parti un peu dans différents sens, mais j'espère que c'était à peu près clair. Non, c'était très clair. Et en plus, la fin, je la trouve particulièrement intéressante. Donc, bah, déjà, merci du partage. Je pense que c'est agréable pour pas mal de gens, tu sais, ne serait-ce que pour se projeter. Parce que c'est vrai que bah, aujourd'hui, c'est un monde qui est quand même très opaque, tu sais, le monde des profs en ligne, comme ça, des profs linguistiques. On ne sait pas vraiment. Et puis, c'est tellement un monde qui, si tu veux, est pas très développé de cet angle-là, du point de vue, bah, tu sais, qu'on pourrait qualifier de marketing, tu vois, tout simplement, appelons un chat que bah effectivement, je pense que tu as des comment dire, c'est très binaire, donc tu as des gens qui vont effectivement très bien gagner leur vie et d'autres pas du tout. Donc je pense que c'est tellement opaque que beaucoup ont du mal à se projeter là-dessus. Donc bah merci déjà pour ça, pour cette transparence. Je pense que ça peut inspirer effectivement pas mal de gens à se lancer. Et j'ai trouvé la fin de ton intervention intéressante dans la mesure où tu parles du côté de la légitimité finalement, que presque à un moment en fait tu remets, enfin si je l'ai bien interprété, c'est ça? Vas-y, oui, continue, mais je vais te dire comme ça. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que oui, tu as bien interprété. D'accord. La légitimité forcément à juste bah, proposer aux gens. Et ça, je sais que c'est un vrai blocage psychologique à se dire, bah écoute, est-ce qu'aujourd'hui j'ai donné assez de contenu? Est-ce que j'ai donné assez de valeur? Est-ce que je fais assez bien les choses pour juste bah, demander ce qui est logique de demander? Après tout, je suis une entreprise, je vends un service. Et bah juste, voilà, bah, demander aux gens si ça les intéresse un peu frontalement, quoi, presque. Et je trouve que c'est intéressant la façon dont tu l'as amené. Et justement, moi, je rebondis un peu là-dessus pour te poser une question. Du coup, avec la croissance, là, notamment sur la dernière année, donc tu nous as parlé, c'est pour récapituler, tu as une croissance assez linéaire jusqu'au Covid, où bon, ça pète un petit peu, dans la mesure où forcément, les gens, ils sont chez eux, ils prennent un peu de temps pour eux. Et effectivement, donc surtout sur la dernière année, là où tu as eu de beaux résultats, avec la croissance du coup de ton programme, est-ce que tu as ressenti du stress ou de la pression à un moment donné? Euh, non, parce que nous, ce qui est particulier, c'est que c'est quand même un programme où tout se fait relativement seul, c'est-à-dire que les gens sont en autonomie, on n'a pas plus d'étudiants. Alors, on a plus d'étudiants à gérer par email, par exemple. On a plus de mails à traiter, de questions, forcément, de questions sur les cours, des choses comme ça. Au tout début, je me souviens avoir eu des petits stress, parce qu'en fait, sur certaines stratégies d'emailing, moi, je sais que je me disais, oulala, c'est chaud là quand même, on balance beaucoup de mails, ou des mails un peu osés, ou des mails un peu frontaux, etc. Et puis, en fait, se dire qu'on envoie des emails à 20 000 personnes, au début, c'est quand même pas évident. Enfin, nous, on avait la chance d'avoir déjà une base de données, peut-être pas de 20 000, mais je sais plus, à l'époque, 15 000, on va dire, de 15 000 personnes. Au début, ça fait toujours un petit peu peur, quoi. Surtout quand on veut oser un petit peu des stratégies particulières, comme tu dis, un peu frontales. C'était plutôt lié à ça, mes stress. Mais bon, c'était des stress qui disparaissaient assez vite au final, parce qu'une fois que le mail est parti, puis qu'on voit que, en fait, ça va, il n'y a pas trop de problèmes, les réactions sont bonnes. Petit à petit, on se débloque un petit peu psychologiquement les choses à faire. Enfin voilà, on, on a de moins en moins peur. Enfin, c'est comme tout en fait, hein. C'est toujours les premières fois qui font peur, et puis après, on a toujours moins peur d'y retourner, quoi. Donc on n'a pas des gros stress. Enfin, ouais, je sais pas si c'était lié à ça un peu ta question vis-à-vis du stress de Oui, la oui, montée, oui, on va dire. complètement.
Bah, c'est vrai que des fois, tu sais, on peut se sentir un petit peu. Enfin, je me mets à la place de quelqu'un, mais je pense qu'il y a un truc, effectivement, tu l'as mentionné à juste titre, pardon, qui fait que effectivement, peut-être que. Alors déjà, on n'est pas obligé de sentir du stress, mais je me mets à la place d'une personne qui, du coup, pour qui d'un coup tout fonctionne. Enfin, ça prend une Mmh. certaine ampleur. Ça peut être asphyxiant. Et c'est vrai que toi, tu as quand même, t'as quand même ce truc, effectivement, où tu interviens t'interviens clairement, mais de façon, c'est vrai, assez limitée avec un certain recul. Et c'est Mmh. toute la force aussi de parler en coréen, je pense, c'est que les gens, ils peuvent travailler en toute autonomie. Parce que je sais que notamment, tu as des gens qui sont au Canada, tu as des gens, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais on parle de la francophonie et non pas exclusivement de la France. Et du coup, par Exactement, essence, ouais. tu as des gens qui sont pas forcément sur le même fuseau horaire, etc., etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'asynchrone et où les gens peuvent travailler en toute autonomie. Donc je pense que ça joue aussi. Ouais. Mais oui, voilà, c'était exactement ce que je voulais dire. Ouais, c'est sûr que si j'étais coach individuel, enfin voilà, en one-to-one, bon, bah, j'aurais plus de travail. Enfin, on aurait plus de travail. Euh, mais là, effectivement, on a plus de travail, mais de manière raisonnable, on va dire. C'est un peu ouais, l'avantage de ce type de produit, quoi. Oui, c'est ça. Et puis je trouve que c'est bien en plus que tu l'aies précisé parce que je pense que une partie de l'audience, en tout cas, qui est susceptible d'écouter, en gros, moi, si tu veux, il y a deux axes. J'aimerais vraiment que deux types de personnes écoutent ce qu'on est en train de se dire. C'est effectivement d'un côté les personnes qui sont déjà passées là où tu en es, donc potentiellement le David de 2019, 2020, quelque chose comme ça, donc qui viennent de lancer en gros leur programme en ligne et qui souhaitent l'optimiser. Et tu as aussi bah, effectivement la personne qui, comme tu le dis, tu vois, comme tu prends l'exemple de one-to-one et qui justement bah, se demande si elle souhaiterait pas un peu prendre tu sais, du recul parce que je me mets à la place d'une prof. C'est vrai que bon, bah, ça prend du temps et c'est pas, bon, bah, toi tu connais le terme, mais c'est pas scalable. C'est-à-dire que c'est pas Ouais, exponentiel. On peut pas, il y a toujours une limite de temps quand on veut développer son entreprise, faire un meilleur chiffre d'affaires, gagner en qualité de vie, quoi, finalement. C'est-à-dire bah, soit travailler ouais, moins, soit gagner plus, soit les deux. Effectivement, le problème, c'est qu'il y a un plafond forcément sur ce modèle-là. Et ouais, c'est ouais. du coup, c'est particulièrement intéressant du coup que tu en parles, je trouve. Mm, mm. Ouais, on a cette chance ouais, de ne pas avoir vraiment de plafond. Enfin, le plafond peut être assez haut, quoi. Oui, c'est ça. Ok, Après, nous, ça sur la marche. croissance, Oui, vas-y. sur la croissance, en fait, nous, le seul truc, je sais pas si c'est très intéressant, mais bon, c'est toujours intéressant, on va dire, c'est que nous, ce qui est un peu, entre guillemets, chiant, c'est tous les trucs administratifs. J'ai commencé en disant que j'étais un peu phobique administratif. Là, c'est pas vraiment un gros stress, c'est un stress de luxe. Mais là, c'est de se dire, bon, bah, on a la TVA, bon, bah, maintenant, il faut qu'on redonne la TVA. Comme nous, notre public, ce sont c'est du B2C, quoi. Donc, c'est des particuliers. Et donc, là, on perd 20% en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dépassé le seuil de micro-entreprise des 34 000, quelque chose comme ça, bah là, en fait, on a dû commencer à verser de la TVA à l'État. Mais on n'a pas, contrairement à quand on fait d'entreprise à entreprise, où la TVA, en fait, bah, l'autre entreprise, on augmente de 20% de prix. Moi, quand je suis passé à la TVA avec mon freelance, les 90% de mes clients, c'était des entreprises. Donc, au lieu de facturer 1 000 euros, je facture 1 200 et ça ne me change rien, quoi. Là, c'est pas pareil. Là, en fait, c'est des particuliers. Si on leur prend, si on facture 13,90 par mois, eh ben, on va continuer à faire 13,90 par mois, sauf que dedans, il y a de la TVA et donc, en fait, on gagne de l'argent en moins. Donc, il y a ça. Et puis là, bah, la croissance a été, on va dire, tellement rapide grâce au copywriting, c'est qu'en fait, en une année, on est même passé de pas de TVA à TVA, mais en plus, micro-entreprise pas suffisante. Enfin, c'est ce qui risque de nous arriver là très bientôt. Là. Et donc à ce moment-là, bah, là, va falloir qu'on voit avec un comptable pour passer en, je sais pas quoi, en SAS ou en EURL ou en portage. Enfin, il y a un milliard de choses. Ça me fait un peu peur. C'est plus ces trucs-là C'est qui ce me que font j'allais peur. dire. Tu vas nous faire une crise d'angoisse là. Non, mais ça va aller. Une fois que j'aurai vu un comptable sympathique qui s'occupera de tout ça, ça ira mieux. Ouais, Mais j'imagine. voilà, c'est des problèmes, c'est des beaux problèmes, on va dire. Donc, c'est pas, Oui, oui, c'est clair. c'est c'est des, mais bon, qui doivent arriver. Avant, on se demandait même si on n'allait pas se limiter, se dire, ah bah, on essaie de pas gagner trop pour rester en micro-entreprise parce que c'est plus simple. Puis en même temps, on se dit aussi, bah, une fois que c'est notre projet qu'on y a mis du cœur, on se dit que c'est quand même dommage de se limiter pour des raisons administratives basiques, quoi. Autant essayer de continuer à monter. Surtout que maintenant, grâce au copywriting, on a l'impression qu'il y a moins de limites, quoi. Donc on se dit pourquoi pas tenter de monter encore plus.
Et voilà. Ok, ok, super. Euh, pour aborder un peu l'angle marketing, tu nous as parlé, je sais, des emails, pas mal. Tu saurais comme ça, là, de tête, me dire, tiens, quelle stratégie marketing tu as mis en place pour augmenter ton chiffre d'affaires? Donc, de mémoire, donc tu m'as parlé des emails. Est-ce que tu aurais d'autres trucs en tête comme ça à nous partager qui ont été vachement efficaces pour parler coréen? Alors, qu'est-ce qu'on a tenté depuis le début, hein, on parle pas depuis notre collaboration, on parle depuis toujours là, hein. Oui, bien sûr, bah, tout ce qui peut te sembler utile ou vraiment, tu sais, à un moment, tu te dis, tiens, tu as mis, tu sais, des trucs en place. Bon, tu as vu Ouais. des petits changements, mais voilà, mineurs. Et puis d'un coup, là, tu as mis ça et effectivement, bah, voilà, là, tu as vu la différence. Tu as capté qu'il y avait un truc. Bah, je vais essayer de faire chronologiquement. Ah, j'entends plus ton micro. Ouais, non, je Attends, lis sur tes lèvres. désolé. C'est bon? C'est bon. Bon, je suis passé en ne pas déranger, Oui, donc c'est c'est bon. bon, je devrais plus être dérangé. J'avais oublié de faire ça, désolé. Oui, Pas de souci. oui, donc les différentes stratégies marketing qu'on a mis en place. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait, c'est qu'au tout début, déjà, très basique, on a fait, parce que moi je suis quelqu'un de technique, du Google Ads et du Facebook Ads. Point. Avec des photos, parce qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant, enfin à l'époque, c'était pas il y a si longtemps, il y a 3-4 ans, mais ça se faisait encore plus tôt de faire uniquement du format photo, ça suffisait pour les Facebook Ads. Et puis Google Quand Ads, tu bah, dis, excuse-moi, je te coupe rapidement, quand tu dis Google Ads et Facebook Ads, c'est de la pub, hein, c'est ça? publicité payante, c'est ça. C'est de la publicité D'accord. payante, c'est-à-dire qu'en fait, on paye Facebook ou on paye Google bah, pour avoir plus de visibilité. Donc, en fait, nos stratégies marketing, au début, c'était donc Google. Alors, Google, il y a deux choses. Il y a le référencement qu'on appelle naturel, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que notre site soit bien visible sur Google quand les gens cherchent, par exemple, cours de coréen en ligne ou cours de coréen, qui puissent tomber sur nous. Ça, c'est le référencement donc dit naturel. Ça, c'est la première chose qu'on a mis en place. C'est la chose la plus logique, surtout parce que comme moi, je suis développeur web à la base, forcément que c'est la chose qui me semble la plus évidente. Après, on a donc le référencement payant, c'est-à-dire que là, c'est un peu comme le référencement naturel, sauf qu'en plus, on paye Google. Et donc, ça nous permet de monter un peu plus dans les résultats de recherche Google. C'est quand on voit, par exemple, quand on fait une recherche, il s'écrit sponsorisé juste en dessous. Ça, c'est les fameux liens de référencement payants. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on a mis en place assez vite au début, je crois. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les publicités Facebook. C'est aussi quelque chose qu'on a mis en place assez rapidement. Où là, en fait, c'est des posts sponsorisés qui remontent hein, sur le fil d'actualité Facebook, où on peut un petit peu viser les gens en disant, bah, nous, on veut que ça aille sur le mur Facebook des gens qui aiment bien les dramas coréens ou qui sont intéressés par la K-pop ou des choses comme ça. Donc, on a fait ça. Et puis, qu'est-ce que nous avons fait d'autre d'intéressant? Après, on a rapidement, alors on a aussi comme canal d'acquisition, enfin comme moyen de faire en sorte que les gens s'intéressent à ce qu'on fait, on a rapidement aussi créé une page Facebook et une page Instagram, où on mettait des petits mots de vocabulaire, un petit peu, des choses comme ça, quoi. Et à l'époque, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas mal plus simple parce que c'était juste des images à créer. Donc tout à l'heure, tu parlais de Canva. En fait, on allait sur Canva, on créait des images et puis on met ça et on met des contenus intéressants. Aujourd'hui, c'est plus challengeant, surtout pour les gens de notre génération, c'est que maintenant, il faut faire des vidéos, mais, mais on essaie de s'y mettre maintenant petit à petit. Donc on a fait ça. Ensuite, on a tenté un petit peu le marketing d'influence aussi, qui n'a pas été ça n'a pas très bien marché, c'est-à-dire qu'en fait, donc on a contacté quelques influenceurs. Ça coûtait relativement cher, je crois que ça coûte toujours relativement cher. Et en fait, le concept, c'est qu'on contacte des gens donc, qui ont beaucoup d'abonnés sur Instagram ou sur YouTube, par exemple. Et en fait, ils vont faire ce qu'on appelle comme un placement. Vous avez, enfin, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont déjà vu des publicités sur NordVPN, mais voilà, c'est ça. C'est le NordVPN, là, Shadow c'est pour Legend. parler en coréen. Pardon? Red Shadow Legend. Et Red Shadow Legend aussi, voilà. Donc là, en plus, gratuitement, on leur fait de la pub à eux deux. On leur a fait un placement là dans la vidéo, c'est très Voilà, bien. c'est ça.
Et donc ça, on a tenté avec deux influenceurs qui faisaient quand même pas mal de vues, mais non, ça n'a pas très très bien marché. Par contre, avec ces deux influenceurs-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a aussi demandé de nous faire des petites vidéos, des petits formats, plutôt que de faire des inserts dans leurs vidéos. Ils ont fait en plus des petites vidéos de 30 secondes qu'on utilise comme publicité sur Facebook. Et ça marche pour le coup beaucoup mieux. Parce qu'en fait, ça permet de viser directement les bonnes personnes. Et ça, on a eu un meilleur retour sur investissement avec ce type de communication. Qu'avons-nous fait d'autre ensuite? Est-ce qu'on a tenté autre chose? Je crois que non, c'est à peu près tout. Puis après, ce qui nous manquait, c'était surtout la logique. C'est qu'en fait, avant, on essayait, on va dire, de convertir directement, c'est-à-dire qu'on essayait de faire en sorte que les gens ils viennent sur le site et puis qui s'inscrivent en gratuit et que très vite, potentiellement, ils s'inscrivent en payant. Et très vite, on leur montrait qu'on avait une formule payante. Donc, on s'inscrivait gratuitement et les gens pouvaient voir une fois qu'ils étaient en formule gratuite, si vous voulez tout débloquer, mettez-vous en formule payante. C'était un peu ça notre stratégie, quoi. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc on a commencé à travailler avec toi en octobre 2023, quelque chose comme ça, où là, donc on a commencé à créer, à utiliser plutôt du marketing d'emailing, on va dire. Donc là, la base de données email qu'on s'est créée grâce aux gens qui s'inscrivaient gratuitement, c'était une grosse partie de notre acquisition des emails, c'est des gens qui testaient le produit gratuitement. En fait, cette base email a pu être utilisée intelligemment grâce à du marketing email. Donc, ce que tu as fait, toi, Romain. Je ne sais pas si on peut parler de marketing email dans ce genre de. Oui, oui, bien Ouais, sûr. ouais. C'est Bien du sûr. retargeting, on va dire. Enfin, voilà, c'est des gens on a déjà récupéré leur adresse email, on va dire. Et donc, il fallait leur expliquer, prendre le temps, on va dire, de leur expliquer pourquoi c'est intéressant pour eux d'utiliser notre produit, quoi. Et puis, pour finir sur tout le chemin du marketing, là, il y a quelque chose qui s'est passé très récemment, il y a 1 ou 2 mois. C'est qu'en fait, on a arrêté le freemium. Euh, donc, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a fait du freemium. Et là, on a arrêté le freemium il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est simplement rendu compte que, après réflexion, pourquoi on faisait du freemium? C'est justement parce qu'on ne faisait pas d'email. C'est-à-dire que le freemium était une sorte d'obligation pour pouvoir permettre aux gens de découvrir un produit et ensuite potentiellement de prendre la formule payante du produit. Mais en vérité, le schéma le plus classique que l'on voit, et moi j'ai toujours tendance à me dire que si tout le monde fait ça, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que généralement, le produit est entre guillemets caché, on va dire, et on essaie simplement de récupérer des adresses email. Et ensuite, on fait une sorte de retargeting, donc c'est-à-dire qu'on rappelle aux gens qu'on existe, mais en le faisant par email, quoi. Et on a remarqué que cette stratégie-là semblait quand même mieux fonctionner. Puis pour une raison toute simple, hein, qui est très marketing, pour le coup, très business, on va dire, c'est que potentiellement, avec le freemium, il y a des gens qui ne terminent pas forcément les premières unités de ce qui est proposé gratuitement. Et donc, ces personnes-là, forcément, ne vont jamais prendre la formule payante. Alors là, ce que je dis, ça peut paraître un peu business, mais bon, si on veut continuer à proposer un produit sympa aux gens, il faut trouver des moyens de faire en sorte que les gens achètent le produit pour qu'on puisse continuer à l'améliorer, quoi. Euh, Mais donc c'est voilà. aussi une façon de s'engager, de les faire s'engager. Et derrière, mine de rien, c'est la meilleure façon pour eux d'avoir des résultats, c'est de s'engager. Mm, Tu sais, moi, si tout je à fait. paye un coach sportif pour me bouger un Ouais. peu les fesses, 1 500 euros, forcément, je peux te dire que je vais y aller, et plutôt 2 fois qu'une. Très bon Donc, exemple. Ouais. si effectivement, j'étais sur un coaching gratuit, tu vois. Ah, ouais, tout à fait. Ouais, t'as raison. Oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai que dans le fond, en termes de motivation, on est plus enclin à vraiment s'y mettre quand on paye quelque chose que quand on a quelque chose de gratuit, quoi. Donc c'est vrai que dans le fond, c'est positif. C'est ça. Ok, ça marche. Merci pour ce partage. Et du coup, si tu devais en choisir un parmi toutes les actions marketing que tu as pu mettre en place, si tu devais choisir un levier qui a été vraiment beaucoup plus puissant que les autres, tu choisirais lequel?
Bah, pour moi, il en faut forcément deux, on va dire, parce que on va dire je divise ça en deux parties. Pour moi, il y a le côté acquisition d'adresse email, et ensuite il y a conversion, quoi, dans le schéma, dans le tunnel, quoi. Donc, alors moi, pour la première partie, pour la partie email, enfin récupérer des adresses email, euh, je pense que ça dépend. En trailant, forcément, le référencement naturel. Pour l'instant, moi, je trouve que c'est le truc le plus efficace. Parce que c'est gratuit. Voilà. Après, moi, j'ai le sentiment que Facebook marche très bien, mais bon, c'est pour notre cible. Je pense que pour beaucoup d'autres cibles, j'ai l'impression que, surtout dans l'éducation, c'est vraiment Instagram qui semble le plus efficace. Nous, Instagram, ça a été assez efficace aussi, mais c'était plus Facebook du fait du type de profil qu'on a. Et après, pour la conversion, alors avant, je m'embêtais, un truc dont je n'ai pas parlé dans le marketing, c'est qu'avant, je m'embêtais à faire du retargeting Facebook, c'est-à-dire qu'on renvoyait la même publicité aux gens. Donc, vous savez, par exemple, quand on va sur un site internet de e-commerce et qu'on voit une paire de Nike, et puis qu'en fait, après, quand on va sur Facebook, on nous repropose la paire de Nike. Ça, c'est du retargeting à l'ancienne. Ça, on avait tenté, c'était pas terrible d'ailleurs. Donc, pour finir de répondre à la question, une fois qu'on a récupéré les emails, le meilleur levier, c'est clairement le copywriting, quoi. Parce que c'est du retargeting. En plus, on s'embête pas à faire des trucs techniques super compliqués comme avec retargeting Facebook, retargeting Google, etc. C'est du retargeting direct. On a récupéré l'adresse email. Et là, en fait, on évangélise les gens à notre produit et on explique. On a le temps de leur expliquer, en fait, ce qu'on propose, quoi. Et c'est des choses, surtout que c'est des produits qui nécessitent du temps avant de prendre une décision d'achat. Voilà, c'est pas des produits coup de cœur, c'est pas une paire de chaussures ou une paire de lunettes qu'on a vu sur Internet, en fait, qu'on pourrait acheter comme ça en moins de 10 minutes. Là, c'est quelque chose qui demande de la réflexion. Donc, le média email est clairement le plus puissant parce que, enfin, ça me semble assez évident parce que on est au plus proche des gens. Les gens, ils ont envie ils attendent parfois même des communications de notre part voilà, pour apprendre des choses sur le coréen, pour apprendre des choses par rapport à ce qu'on peut leur proposer. Euh, donc, euh, donc voilà. Ma réponse était un peu longue, mais pour faire court, on va dire que dans l'éducation, surtout, moi je dirais pour le plus généraliste, Instagram euh, pour récupérer des emails, on va dire, avec une landing page, donc une page qui permet de récupérer des emails rapidement, et ensuite le média email avec un bon copywriter pour faire les emails. Euh, et là, je pense que c'est un bon duo. Eh ben non, je te remercie. Et puis non, t'inquiète pas, c'était très clair. Au contraire, c'était très clair. Donc ouais, on a la partie acquisition et la partie conversion. Ouais. Donc ouais, non, c'est complet en plus comme réponse. Bah super. Je te remercie beaucoup, David. Et est-ce que tu peux nous dire du coup concrètement, donc on approche de la fin de l'échange. Tu peux nous dire concrètement en quoi parler en coréen a changé, et si c'est le cas d'ailleurs, ta vie professionnelle et personnelle. Et je précise ça d'autant plus que je sais qu'en plus, toi, à la base, c'est ce qu'on pourrait qualifier de side project un petit peu, c'est-à-dire une entreprise un petit peu de côté, un projet sur le côté, et que je sais que ta femme et toi avez tous les deux, parce qu'on le rappelle, hein, c'est un projet commun entre David et sa femme. Et du coup, chacun a son métier. Donc, Euni, qui est du coup la femme de David, qui est prof de coréen pour les francophones, et David, qui est développeur web. Et est-ce que du coup, comment ça, tu sais, l'évolution, est-ce que du coup, au début, est-ce que ça a changé ou on est toujours sur un side project? Qu'est-ce que ça a changé finalement dans vos vies? Si ça a changé quelque chose d'ailleurs. Ouais. Bah oui, alors c'est de moins en moins un side project. C'est-à-dire que moi, en fait, alors, du côté de ma femme, pour commencer, elle donne toujours des cours de coréen, voilà, à des particuliers, parce que voilà, elle aime bien ça aussi, et c'est toujours gratifiant de directement avoir un contact avec des étudiants, et voilà. Par contre, effectivement, plus le projet marche, plus elle investit du temps sur parlant coréen. Donc là, maintenant, elle limite un petit peu son activité, mais entre guillemets principale, parce qu'en fait, en termes économiquement, si on raisonne uniquement économiquement, son activité principale, c'est parler en coréen. Euh, mais si on parle en termes de temps, on va dire,
c'est peut-être plus donner des cours, mais voilà, ça lui permet d'en donner moins, donc ça lui permet de plus, entre guillemets, choisir ses étudiants, de garder les plus motivés et de pouvoir s'investir plus pour ça. Donc c'est très positif pour elle parce que elle a, elle a, elle a plus de, bah déjà, elle économise sa voix parce que donner des cours, c'est fatigant. Donner des cours et toujours parler, expliquer des choses, c'est assez fatigant. Donc forcément, entre avoir 5 cours par jour ou en avoir 3 par jour, 3 par jour, c'est un confort de vie supplémentaire. Voilà, et en fait, bah, les 2 heures libérées permettent de travailler par exemple sur Parlons Coréen. Et puis de mon côté, eh bien, moi, donc ça doit faire 15 ans que je fais des sites internet, facile. Et donc j'ai toujours fait ça en micro-entreprise. Voilà, toujours avec cette logique de ne pas dépasser la micro-entreprise d'ailleurs. Et j'ai toujours aimé ce métier. Euh, mais après, c'est vrai qu'avoir son propre projet personnel, c'est quand même assez excitant et assez intéressant parce que c'est assez varié. Donc moi, là-bas, je suis même développeur en création de site internet, donc il y a de moins en moins de développement aujourd'hui. Pour faire une petite parenthèse sur ce métier-là, c'est qu'en fait, à l'époque, on devait vraiment beaucoup coder. Maintenant, c'est plus, il y a un outil qui est connu qui s'appelle WordPress, dans lequel je me suis spécialisé. C'est d'ailleurs avec ça qui a été créé Parlons Coréen. Et en fait, de moins en moins, il y a de code, le métier change, de plus en plus, c'est plutôt de la relation client, etc. Bah, moi, en fait, ça m'a permis, parlons coréen, j'ai gardé mon activité, mais par contre, je suis beaucoup plus select, on va dire, sur les différents clients que j'ai. J'ai 2 fois moins de clients aujourd'hui qu'il y a 1 an, on va dire, mais volontairement, que personne ne s'inquiète. J'ai pas, j'ai pas perdu des clients dont j'avais un besoin absolu, parce qu'en fait, ça m'a permis de me dire, bah non, ok, économiquement, en fait, ça peut être intéressant de consacrer plus de temps à parler en coréen. Donc là, en plus, on va passer en société classique, on va dire. Donc là, euh, comme je l'ai dit, pour l'instant, c'est un micro-entreprise, donc Uni, gentiment, elle me paye des restaurants pour compenser le fait qu'on travaille sur le projet. Mais, mais pour l'instant, l'argent va, on va dire, chez Uni. Euh, donc là, on passera en société, donc on aura 2 petits salaires hein, au début, hein, euh, parce qu'en France, on est quand même, il y a, il y a- il y a- il faut gagner beaucoup d'argent, on va dire, pour payer 2 personnes raisonnablement dans une entreprise. Il faut vraiment gagner beaucoup d'argent. Donc, euh, donc voilà, mais petit à petit, c'est ça que ça permet. Ça nous permet surtout à tous les deux d'être plus sélectifs sur notre activité principale et, euh, et c'est agréable de consacrer du temps sur un projet comme Parlons coréen. En plus, ce qui est très agréable, moi je le trouve, c'est le côté pluridisciplinaire du projet. C'est-à-dire que dans Parlons coréen, en fin de compte, on a de l'éducation, de la création de contenu écrite, on doit faire un peu de marketing, on doit faire des réseaux sociaux. Alors, à l'époque, comme je disais, images, mais maintenant, il faut faire des vidéos. Donc là, on s'amuse, on commence à prendre du plaisir à faire des vidéos. Et ça a mis du temps avant que ce soit amusant. Avant, c'était assez difficile, mais bon, c'est toujours bien d'avoir des nouvelles activités. Donc voilà, ça nous fait faire ça. Ça doit nous apprendre voilà, ouais, beaucoup de marketing. Qu'est-ce que ça nous fait apprendre d'autre? Moi, ça me fait développer des choses aussi, parce que comme je disais, bah, il y a développer en termes de code, parce qu'il y a des outils interactifs qu'on crée, qu'on veut rajouter. Donc voilà. Et là, bientôt, ça va nous apprendre la gestion administrative d'une entreprise. Voilà. Donc le côté pluridisciplinaire, c'est quelque chose de très sympa, ouais. Et voilà. Je crois que j'ai bien résumé. Enfin, résumé. J'ai expliqué tout. J'ai tout expliqué. C'est parfait, monsieur, c'est très clair. Superbe. Pour terminer, donc avant-dernière question, pour terminer sur une note un peu légère, est-ce que tu pourrais nous raconter, sous la forme, tu sais, d'une anecdote, est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus grande victoire et ton plus gros bid? C'est Ouah, le truc où vraiment tu t'es dit ça va cartonner et en fait, bah pas du tout. En fait, t'as reçu. Et à l'inverse, peut-être quelque chose où bah, potentiellement comment tu l'avais accueilli, peu importe, mais vraiment une victoire où tu t'es dit waouh, ok, là je suis bon. waouh, c'est dur. Autour de Parlo Coréen, on est d'accord, hein. Oui, oui, bah même si tu veux nous partager Ouais, non, 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 autre chose, Parlo il n'y a Coréen, pas de c'est souci. bien, ça va être assez dur pour moi de trouver des réponses là. Moi, tu sais, en écrivant cette question, si ça peut te Ouais. permettre de réfléchir,
entre-temps, en écrivant cette question, j'ai repensé à, tu sais, un email et j'ai souri parce que vaut mieux en rire, effectivement. Et puis, il n'y avait rien de dramatique, ce qui permet quand même de prendre la chose voilà, du bon pied. Mais j'ai repensé, tu sais, au fameux email où, tu sais, les personnes en objet, je leur avais écrit, tu vois Je me duquel je souviens, parle. c'est bon, ouais, je me souviens, ouais, 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 totalement. Et bon, Ouais, plus ouais, de peur que de mal, mais est-ce que tu peux raconter à la limite ça? ouais, complètement, ouais, ouais, c'est une Et toi, très tu bonne l'as idée, vécu en ouais. plus de l'extérieur. C'est faux. Ouais, Alors pour la ouais, pour ouais, non, euh, c'était un pour la petit petite ascenseur, précision, ça venait de moi. Ça venait de moi. tout à fait, ouais, non, c'était un petit ascenseur émotionnel, c'était assez sympa ça. Ouais, ouais, en plus, je pense que ça répond aux deux questions d'un coup, à mon avis, comme ça. Bah Mais parfait. oui, en fait, bah, donc, Romain, tu avais écrit un email qui avait été programmé. Moi, je l'avais vu avant, je me suis dit, waouh, c'est osé quand même. En fait, Romain a envoyé à notre liste de contacts, donc déjà abonnés. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on envoie des emails aux gens qui ne sont pas abonnés payants, mais aussi aux gens qui sont abonnés parce que, bah voilà, pour entretenir une relation avec eux, etc., pour leur donner de la valeur, tout simplement. Et Romain a tenté, en fait, enfin, a écrit un email qui était, dont l'objet était euh, Michel, par exemple, Jacqueline, virgule, je veux que vous quittiez l'Académie Coréen Essentiel. Donc, l'Académie Coréen Essentiel, c'est le produit qu'on vend, quoi. Donc, en gros, on envoie un email pour dire bonjour, je veux que vous partiez de chez nous, quoi. Je veux que vous arrêtiez de faire partie de nos étudiants. Et donc, le mail part le matin. Je me dis, ok, je fais confiance en Romain parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et donc j'ai confiance en toi, quoi. Et puis, ce qui se passe, c'est que 1 heure après, 30 minutes après, on a pas mal de gens qui nous répondent, qui visiblement n'ont pas lu l'intérieur de l'email, parce que à l'intérieur de l'email, bien sûr, c'était expliqué. euh, je veux que vous quittiez l'académie au corps essentiel. Sous-entendu, en fait, je veux que vous finissiez, je veux que vous terminiez l'académie, que vous maîtrisiez le coréen et qu'ensuite vous puissiez partir parce qu'en fait, vous avez atteint le niveau que j'ai envie que vous atteigniez, quoi. Et donc, on a reçu pas mal d'emails par rapport à ça, en nous disant, bah oui, je comprends pas, moi je suis bien dans l'académie corps essentiel, vous voulez que je parte, je suis très déçu, etc. Et en fait, en très peu de temps, on a dû recevoir 5 ou 6 emails comme ça, ce qui est beaucoup quand même parce que voilà, c'était envoyé peut-être à 600 personnes, et donc au bout de quelques minutes, on a reçu pas mal d'emails assez craintifs ou un peu pas négatifs, mais des emails où les gens doutaient pas mal. Et donc, j'appelle Romain, je lui dis, bah ouais, est-ce que tu es sûr que c'est que c'est bon ce qu'on fait là? Et du coup, on a envoyé un petit erratum après, peut-être, je sais pas, 3 4 heures après ce premier email. Et donc voilà, pour dire, non, non, il y a eu un malentendu. Je sais plus comment tu avais écrit d'ailleurs, Romain, le deuxième email, mais voilà, pour dire qu'il y a un malentendu. Je veux que vous restiez dans l'académie, mais voilà, c'était une. C'était une façon de vous dire que je veux que vous alliez jusqu'au bout. Et du coup, ça a fait quelque chose de très positif. Donc, il y a eu vraiment un ascenseur émotionnel. Il y a eu quelque chose de très positif au final. C'est que ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens se sont dit, bah, moi, je fais partie des gens qui ont compris, en fait. Parce que quand même, 95% des gens avaient bien compris le message qui était, je veux que vous alliez au bout de l'académie corps essentiel. Et donc, je pense que ça a fait quelque chose de très positif en termes de ce qu'on appelle la rétention, donc le fait que les gens restent longtemps. C'est que je me dis, bah, les gens ont dû se dire, ouais, moi, je fais partie des gens qui ont compris, j'ai bien ma place ici. Donc voilà. Oui, c'est ça. Bah, c'était marrant. Et effectivement, oui, tu avais des gens qui comprenaient même pas que certains ne comprennent pas parce qu'en fait, ils avaient effectivement compris que le deuxième email était là parce que ça avait suscité des réactions. Et effectivement, c'était marrant. Oui, je me souviens très bien. La veille, tu m'avais envoyé un email pour me dire, t'es sûr quand même? Je te fais confiance, mais t'es sûr? Et effectivement, bah, ça rappelle une leçon essentielle de copywriting, mais même de base, hein, quand on fait un métier comme le vôtre, quand on vend de l'enseignement en ligne, c'est que effectivement la priorité, même si la tournure de phrase elle est belle, si la figure de style elle est belle, la priorité c'est quand même d'être compris. Bien que, et je trouve ça intéressant que tu l'aies précisé, c'est que je pense quand même que la plupart l'avaient, mais dans le doute, les 5%, il n'y a pas de raison qu'ils ne l'aient pas. Et surtout, si le but, c'est pas qu'ils le perçoivent mal. On Tout à fait, on ouais. veut pas faire du mal aux gens, au contraire.
Et du coup, oui, effectivement, on a rectifié le tir et je suis d'accord avec toi. Je pense que dans l'idée, ça a été plutôt positif, que ça soit même d'un point de vue, ce que tu disais hein, sur la façon dont aborder les gens la chose. Et même, ça a suscité pas mal de réponses finalement. Donc, tu sais, même si tu peux Totalement. reprendre d'un point de vue technique, alors je dis ça pour ceux qui nous écoutent, je dis ça parce que effectivement, en fait, les boîtes email fonctionnent avec des algorithmes, comme sur les réseaux sociaux. Et par conséquent, si les gens voient que vos emails sont ouverts, qu'il y a des réponses à vos emails, en gros qu'il y a de l'interaction avec vos emails, eh bien ça favorise le placement des emails comme sur Google. C'est le même fonctionnement, une boîte de réception. Et pour vous prendre un exemple très concret, par exemple sur Gmail, vous avez la boîte promotion, vous avez la boîte réseaux sociaux, je crois aussi. Enfin, il y a un onglet promotion et un onglet réseau. Et voilà, on veut éviter vraiment de finir dans ce genre d'onglet, puisque forcément les taux d'ouverture sont beaucoup plus faibles. Donc non, Ouais. voilà. Mais ouais, non, c'était une petite anecdote dont je me souvenais tout à l'heure et merci de l'avoir raconté. Ouais, comme j'ai pu là, il y a pas mal d'animations chez moi en ce moment, donc j'étais un peu déconcentré, mais j'espère que c'était à peu près clair mon explication. C'était très clair, j'en suis sûr. Ok, ça marche, David. Bah écoute, on arrive à la fin de cette interview, de ce premier Profcast, comme je l'ai qualifié. Je te remercie beaucoup en tout cas pour ta transparence. Encore une fois, je pense que ça peut aider pas mal de monde. En tout cas, je me mets à leur place et je me dis que j'adorerais voir ce genre de contenu. Donc encore une fois, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre ton travail? Tiens, par exemple, du côté, je sais pas, développeur. Si, alors tu m'as dit que maintenant tu choisissais particulièrement tes clients, mais si jamais par exemple quelqu'un est sur un projet ou connaît quelqu'un de quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu veux rediriger les gens ou pas nécessairement, hein? Pas nécessairement, j'avoue que je fais un peu la diva, mais Non, mais en tant mieux. fait, ouais, il y a une entreprise avec qui je travaille beaucoup et puis quand j'ai, entre guillemets, «besoin de travailler plus», j'arrive assez facilement à trouver, donc je me permets de faire ma diva. Après, on peut trouver assez facilement, je pense, mon site internet s'il y a mon nom de famille, enfin, voilà, les gens maîtrisent internet s'ils veulent vraiment trouver. Mais voilà, non, non, je suis ben collègue, comme ils disent au Québec, en termes de travail, pour, heu, pour mon business principal. Ça marche, ça marche. Mais écoute, de toute façon, c'est tout le mal qu'on te souhaite, sincèrement. Et puis, écoute, encore merci. Et puis, voilà. Mais Je par coupe. contre, si les gens sont intéressés par le coréen, ils peuvent aller sur parlonscoréen.fr, sans aucun problème. Évidemment, évidemment. Parlonscoréen.fr sur Google, c'est assez bien placé. En plus, il y a les réseaux sociaux parlonscoréen.fr, essentiellement donc sur Facebook et sur Instagram. Ouais, Donc n'hésitez pas à suivre. Même ne serait-ce que si vous voulez faire ce qu'on appelle de la veille concurrentielle, voir un petit peu ce que fait David, ce que peut mettre en place David, avec les infos que vous avez maintenant, la perspective et le contexte. Donc n'hésitez pas à suivre parlonscoréen.fr, ils font du super travail. Ok, je te remercie, je coupe l'enregistrement et puis on se dit à tout de suite. super, merci.